Bienvenue dans ce nouvel épisode de Système. Je m'appelle Pierre-Emmanuel Branger et j'ai évolué dans les 10 dernières années dans des environnements de forte croissance et de haute performance. J'ai appris les méthodes, les process, les systèmes les plus performants, tant sur le plan du business, du sport et d'autres évidemment. Dans Système, on va décortiquer et donc je décortique les systèmes des top performers pour comprendre ce qui fait leur succès et pouvoir le répliquer. On parle donc de psychologie et de performance avec une approche basée sur la science. Qu'est-ce que je ferais si je devais tout recommencer à zéro? Avant de commencer cet épisode, je vous ai posé une question sur Instagram et j'ai eu pas mal de réponses. La question c'était, si vous deviez recommencer l'entraînement à zéro, qu'est-ce que vous feriez différemment? Cet épisode vous est rendu possible par Eneco Formation. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis très heureux de vous partager ce partenariat. Si comme moi, vous n'avez aucune idée de comment créer des sites web, comment brander votre contenu, comment valoriser votre marque, ou par exemple comment augmenter votre visibilité, vous allez adorer Eneco Formation. En gros, c'est une école digitale qui propose des formations 100% gratuites, 100% en ligne, qui est soutenue par la BPI, donc par le gouvernement en fait, et sans aucun dossier à remplir. Parmi les programmes, vous allez retrouver marketing digital, réseaux sociaux, création de sites web, ou par exemple, intelligence artificielle. Pour plus de détails, je vous laisse cliquer sur le lien juste en dessous, eneco-formation.fr. Mais à présent, mes petites beautés, on est parti pour l'épisode. Je vais vous les lire, parce qu'elles sont toutes très intéressantes. Je le ferai plus pour le plaisir en me concentrant sur mes propres buts, sans me comparer. La deuxième, bosser davantage sur la technique. Encore un autre, passer plus de temps sur les renfos. C'est ce que j'ai fait là et d'abord, j'ai commencé par l'alimentation avant le sport. Une autre personne qui dit je mangerai plus. Une autre qui dit j'arrêterai de boire de l'alcool. Encore un autre, moins de volume, très intéressant. Encore un autre qui dit dormir et faire attention à la diète, entre parenthèses en avoir une, et on va en reparler, c'est très très intéressant. Une autre personne qui dit acheter de meilleurs baskets. Effectivement, l'équipement est très intéressant et très important et un vecteur de motivation important. On a une autre personne qui nous dit focus sur la technique avant les charges. Très, très, très intéressant. Et le dernier pour la fin que j'ai gardé parce que je le trouve extrêmement intéressant. Me renseigner intelligemment et prendre un coach. Okay. Si vous pouviez tout recommencer à zéro avec les connaissances que vous avez actuellement, qu'est-ce que vous feriez différemment? En se posant cette question, j'ai deux objectifs pour l'épisode d'aujourd'hui. Premier objectif, c'est vous donner un système plutôt que des principes clés en main dont vous pouvez vous inspirer pour vous, pour votre cas particulier, de manière individuelle et sur mesure. Deuxième objectif, c'est vous amener à réfléchir sur ce qui se compte vraiment et à ne pas perdre de temps sur des trucs qui ne servent à rien. Évidemment, votre serviteur, donc en l'occurrence moi, j'ai fait le crash test, j'ai fait plein de bêtises, plein d'erreurs et j'ai pas pris de raccourcis sur plein de sujets. Et donc l'objectif, c'est de vous partager mon expérience pour éviter de répliquer ces petites erreurs et puis de prendre justement tous les raccourcis que vous pouvez emprunter. J'ai eu l'idée de cet épisode pour deux raisons. Un, j'ai fait un réel sur le fait d'arrêter de passer 1h30 à la salle et du coup qu'il fallait prioriser l'intensité et ça a gueulé sur les réseaux sociaux, ça a gueulé en disant ouais mais 40 minutes c'est un échauffement, du coup on n'a pas le temps de faire les trucs, nanana, tu dois kiffer aller à la salle. C'est pas le sujet mon petit pote, c'est pas le sujet, on va reparler. Deuxième sujet, c'est que je me rends compte à quel point les gens font n'importe quoi et notamment ils vont faire des milliers et des milliers de séries par groupe musculaire, ce qui est absolument du junk volume, c'est-à-dire du volume inutile qu'on peut mettre à la poubelle. Et donc, j'ai une approche où je me dis, on n'est ni bodybuilder, ni sportif de niveau. Et donc, même si c'est marrant de s'entraîner et qu'au fond, on kiffe, parce qu'on peut kiffer aller à la salle, le process, etc., c'est ce que je dis tout le temps. Globalement, moins on va passer de temps à la salle et mieux on va se porter, dans le sens où potentiellement, c'est du temps qu'on peut passer à jouer aux jeux vidéo, à faire d'autres trucs, à lire des bouquins, à être en extérieur. Enfin bref, je kiffe l'entraînement, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais pour autant, j'avoue que si je peux faire des trucs qui me font kiffer encore plus, c'est quand même plus stylé, quoi. Attention à ceci près que je m'entraîne tous les jours. Je m'entraînais même 2 fois par jour à certains moments de ma vie. Donc voilà, calmez-vous. J'adore m'entraîner et c'est cool de s'entraîner. Et je sais que je m'entraîne beaucoup encore aujourd'hui. Mais le sujet, c'est de se dire comment est-ce que je peux faire pour mettre plus d'intensité peut-être et peut-être réduire mes séances ou en tout cas optimiser un peu plus mon process d'entraînement, mon système d'entraînement. Pourquoi je vous dis ça? Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Pour ceux qui ne savent pas, je me suis envoyé une quinzaine d'années de sport de haut niveau,
en karaté. J'étais notamment 7e français, du top de ma forme, on va dire. Et j'ai fait au mieux sur la partie du CrossFit, un top 100 aux Open de CrossFit il y a quelques années, en France, du coup. Et en parallèle de ça, j'ai fait l'année dernière 3h37 au marathon de La Rochelle, 1h36 au semi-marathon de Paris. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est pas pour légitimer ma prise de parole, c'est simplement pour vous dire que j'ai capté quelques trucs qui font qu'aujourd'hui, je me sens à la fois complet et performant. Et souvent, il y a des gens qui sont soit très endurants, soit très explosifs, soit très forts. Enfin bref, c'est difficile d'être un peu complet et que dans n'importe quelle situation, même si je connais absolument pas le nouveau sport, je me sens efficient, performant, je sais comment bouger et je sais comment être meilleur que 80% des personnes qui font ce sport-là, même si j'ai absolument aucune expérience. Et c'est un peu ce côté de performance que j'ai envie de développer aujourd'hui, parce que évidemment, j'ai pu capitaliser, bénéficier sur l'effet cumulé des compétences que j'ai pu développer au fur et à mesure du temps. Et c'est évidemment ce que je vais vous livrer sur un plateau. Je vais vous partager quelques points aujourd'hui clés que j'ai appris et affinés au cours des 15 dernières années de pratique, on va dire sérieuse. Ouais, 15 ans, je pense, hein, peut-être un petit peu plus, mais 15 ans vraiment sérieux. Et ces conseils sont évidemment destinés à ceux qui vont débuter l'entraînement, la nutrition, la remise en forme, mais aussi à ceux qui en font depuis longtemps et qui sont encore un petit peu perdus, en tout cas qui sont peut-être pas sur un mode où on se dit c'est optimisé, ou en tout cas qui sont encore un peu en sous-optimisation. Et bien sans plus d'importance, on va attaquer du coup, mes petits potes. Let's go! J'ai toujours eu besoin de m'entraîner beaucoup plus que les autres. J'en ai parlé il y a 2 semaines, mais un peu plus à cœur ouvert. Et j'ai mis l'accent énormément sur la partie préparation physique générale depuis que je suis tout jeune. C'est ce qui me faisait le plus kiffer, en fait, pour être tout à fait honnête. Je me suis toujours fait par exemple, des circuits training, des circuits à base de pliométrie, donc avec des sauts, des rebondissements, parce que, notamment dans le karaté, on avait besoin d'explosivité. C'est ce qui comptait le plus. Pour ceux qui connaissent pas les règles du karaté, pour faire une petite digression, j'imagine que d'ailleurs c'est la plupart d'entre vous, au karaté c'est à la touche, c'est-à-dire c'est à celui qui touche le plus vite. C'est comme en escrime. Premier qui touche a gagné. Et donc il faut être le plus vif, le plus explosif possible. Il faut être capable d'accélérer le plus vite possible. Et cette explosivité, c'est la composante entre la vitesse et la puissance. Donc il faut être capable d'être explosif, de pouvoir déclencher rapidement, d'accélérer extrêmement rapidement si on veut gagner. Et donc quand j'ai commencé le CrossFit, en ayant cette base d'explosivité, évidemment, ça m'a beaucoup aidé pour passer en dessous des barres rapidement et puis potentiellement pour reprendre des rebonds et les remonter rapidement. Être, en tout cas, extrêmement explosif. En revanche, j'ai commencé à m'entraîner sur la partie de la force à partir du moment où j'ai commencé le CrossFit, donc à mes 24-25 ans à peu près. C'est un petit peu avant, ouais, entre mes 23 et 25 ans, je ne sais plus exactement la date. Évidemment, plus tu commences tôt, plus tu as un potentiel de développement qui est supérieur. Et on voit aujourd'hui que les gens qui ont commencé, par exemple, le CrossFit à leurs 14, 12 ou même 16 ans, évidemment, ils arrivent avec un max à 200 kg en squat à leurs 18 ans. Et encore, je suis gentil. Et donc, évidemment, c'est des charges qu'on n'aurait pas pu imaginer pour quelqu'un qui a commencé à 25 ans, quoi. Pourquoi est-ce que je priorisais la force aujourd'hui dès le démarrage? Parce que tout simplement, c'est ce qui met le plus de temps à se développer. L'endurance, on va pouvoir le développer au fur et à mesure du temps et ça va prendre un peu moins de temps, disons. En fait, on peut faire, genre, pour être en forme sur un moment T, on peut se faire, genre 8 mois, sur 12 mois, on peut se faire 8 mois d'entraînement de force et 4 mois d'entraînement d'endurance où on réintègre de l'endurance progressivement. Et en fait, les 4 mois suffisent globalement à développer, à redévelopper son socle d'endurance. Ce que je veux vous dire par là, c'est que comme ça met plus de temps à monter, en fait, il vaut mieux commencer le plus tôt possible. Sauf que je vous remets en contexte, à l'époque, mes parents, quand je leur parlais d'aller faire de la musculation ou aller à la salle de musculation, mes parents, ils pensaient que la musculation, ça ralentissait la croissance et que c'était pas bon pour la santé, en tout cas. Ils avaient aussi l'image, je pense, et la plupart des gens, en fait, à cette époque-là, pensaient que les gens qui allaient à la salle de musculation, c'était pour devenir bodybuilder. Et donc, évidemment, ils voulaient m'éviter ça parce qu'ils pensaient que j'étais globalement trop jeune, et ça a été même jusqu'au lycée. Au lycée, encore à l'époque, il n'y avait pas de fitness park, ça n'existait pas, les basic fit, les fitness park, tout ça, ça n'existait pas. Donc, encore une fois, je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière, mais rendez-vous compte comme les connaissances sur le sujet ont évolué. Là où je pense que pourtant j'ai été intelligent, c'est que j'ai quand même réussi à mettre en place des choses pour se développer de manière intelligente, où j'ai commencé avec du poids de corps, avec notamment la méthode Lafay, pour ceux à qui ça parle. Et notamment la méthode Lafay, elle est composée de mouvements polyarticulaires. Les pompes, les squats, les tractions, les dips, tout au poids de corps, mais pour autant, c'est des mouvements polyarticulaires, donc qui utilisent plusieurs muscles, différents muscles du corps. À l'époque, je courais aussi un petit peu pour avoir une sorte de socle d'aérobie, d'endurance fondamentale. Et donc, l'intérêt de tout ça, c'était d'améliorer ma capacité de récupération pour endurer 1 à 2 entraînements par jour. Et à l'époque, dans l'idée, je faisais aussi beaucoup de diagonales de terrain de foot en sprint pour continuer à développer cette capacité à sprinter, accélérer, etc.
Mais c'est pas avec ça que j'ai réussi à créer les bases de mon physique que j'ai aujourd'hui, mais plutôt avec le renforcement plutôt de l'entraînement en résistance du type méthode Lafay et évidemment le P90X, P90X de Tony Horton que j'ai trop kiffé. C'était des programmes qu'on avait sur l'ordinateur en vidéo qu'on pouvait suivre avec des haltères, un peu de traction, un peu de pompe. C'était de la bombe, c'était incroyable. C'est là où j'ai fait tous mes premières armes. Donc, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que ça va participer à créer une base de force et une base de gymnastique. La conclusion sur cette partie-là, c'est que, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui sur cette partie? Et ben en fait, je mettrais des exercices de force bien plus tôt. Des exercices de squat, de bench, de deadlift et du polyarticulaire, des tractions, des pompes, des mouvements d'haltérophilie. Dès le début de mon entraînement, vraiment le plus rapidement, le plus tôt possible, parce que ça, en fait, mon corps et cette masse musculaire, en fait, tu pourras la développer avec des exercices de force. Inversement, si tu développes ton hypertrophie, tu vas pas forcément développer ta force. Et donc, l'un va avec l'autre et l'autre ne va pas avec l'un. Le deuxième point que je chercherai à développer, c'est ce côté, et ce que je pense que j'ai pas mal développé dès le début, c'est le côté mind-muscle connection, c'est-à-dire comprendre déjà, qu'est-ce que fout ton corps dans l'espace. En gros, si j'ai envie de lever le bras gauche, qu'est-ce qui se passe? Le pied droit, qu'est-ce qui se passe? Enfin, être capable de comprendre son corps dans l'espace. Et donc, ce que je vous appelle le mind muscle connection, c'est-à-dire être capable de intentionnellement contracter mon pec gauche, mon pec droit, mon biceps droit, mon biceps gauche, enfin comprendre donc notre corps, parce qu'on le voit aujourd'hui, ceux qui arrivent à développer depuis le plus jeune âge leur corps et leur motricité, quand ils arrivent au CrossFit par exemple, ils savent bien bouger déjà de base. À l'inverse, ceux qui n'ont jamais fait de sport, qui ne sont pas latéralisés, qui n'ont pas connaissance de leur corps dans l'espace, quand ils ont leurs premiers entraînements au CrossFit, on leur dit par exemple de contracter les fessiers, ils vont avancer le bassin vers l'avant. Ils vont tout prendre dans les lombaires. Donc, ils ne comprennent pas leur corps et comment fonctionne leur corps. À l'inverse, le troisième point, c'est que j'éliminerai, je pense, tous les mouvements d'hypertrophie, sauf si j'avais vraiment un très gros retard sur un sujet. Exemple, moi, je virerais tout ce qui est exercices d'isolation, genre curl biceps, les choses comme ça. Pas des amplitudes complètes, et surtout vraiment des choses d'isolation auxquelles je ne verrais pas forcément d'intérêt. Parce que par exemple, quand tu vas faire des pompes, des pompes, tu vas aussi travailler tes triceps, donc tes bras. Quand tu vas faire des tractions, tu vas aussi potentiellement travailler un peu tes biceps. Donc voilà, je pense que j'aurais été moins sur des exercices d'isolation et j'aurais essayé de focus plus sur des mouvements de polyarticulaires et globaux. Et notamment, je pense que l'addition de la force, vraiment avec des barres et de l'haltérophilie, ça serait un énorme game changer sur le développement plus long terme. Le deuxième point, ça serait de courir plus tôt et plus intelligemment. Bon, vous l'avez compris, la course et moi, ça fait 2. En tout cas, ça faisait 2. Je me suis jamais vraiment beaucoup entraîné en course parce qu'on m'a toujours dit qu'en fait, comme le karaté est basé sur l'explosivité, vous l'avez compris, je devais gagner en explosivité et donc en vitesse. Explosivité et vitesse, c'est pas la même chose. Explosivité, c'est à quel point je suis capable d'accélérer. La vitesse, c'est à quel point je suis capable de maintenir un niveau de vitesse élevé. Ok, donc c'est accélération versus je suis déjà en vitesse. Ok, pour la petite précision. Hop, 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 je vous arrête une seconde. Cet épisode vous est rendu possible par Système Diète. Tu as l'impression que toutes les informations sur la nutrition se contredisent. Tu as testé déjà plein de diètes, de keto, paléo, jeûne, etc. Mais rien n'a fonctionné comme tu le voulais. Tu penses qu'il faut choisir entre profiter de la vie ou avoir un corps qui te plaît. Et tu te dis probablement que pour atteindre ton objectif, tu dois soit te priver, soit te frustrer, ou au contraire manger énormément. Laisse-moi te dire que c'est faux. Le problème, c'est pas toi, c'est simplement le système que tu as mis en place. C'est exactement pour ça qu'on a créé Système Diète. Système Diète, c'est un accompagnement sur mesure qui te permet de créer ton propre système de manière 100% personnalisée. C'est absolument pas une diète de plus, c'est plutôt une approche qui s'adapte à ton rythme, à tes ambitions, à tes objectifs et tes contraintes. On n'a pas de recette miracle, pas de régime rigide. L'idée, c'est de t'aider à optimiser ta nutrition, ton sommeil, ton énergie, ton équilibre mental, hormonal, etc. Le lien est dans la description juste en dessous. J'ai hâte de t'accompagner vers la meilleure diète et surtout la dernière diète de ta vie. Et maintenant, on retourne à l'épisode. Et donc, pour ceux à qui ça parle, en théorie, on m'a toujours dit qu'on pouvait convertir des fibres des fibres de vitesse en fibres d'endurance, fibres rouges versus fibres blanches, et que dans l'autre sens, ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas convertir des fibres d'endurance en vitesse. Donc, en fait, on avait tout intérêt à préserver nos fibres de vitesse le plus possible parce qu'on était limité par un palier maximum. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, génétiquement, on était programmé pour avoir un niveau maximum de vitesse et qu'au-dessus de celui-ci, on ne pourrait pas aller plus haut. Par contre, si je développais mon endurance,
je prenais le risque de transformer mes fibres de vitesse en fibres d'endurance et donc que potentiellement j'allais perdre en vitesse si je développais mon endurance. Donc dans ma tête, pour moi, faire de l'endurance, ça allait me faire perdre en explosivité et donc me faire perdre en compétences physiques qui étaient propres à mon sport. Donc en fait, je voyais essentiellement la course comme un moyen de réguler mon poids. Pour les catégories de poids en compétition, j'en ai déjà parlé. J'ai toujours été dans les catégories les plus élevées, donc c'était un outil pour moi pour perdre du poids concrètement. Et pas comme un outil qui était là pour progresser en termes de compétences en tant que tel. Et ça a continué évidemment quand j'ai commencé le CrossFit. Je pensais qu'en m'entraînant en endurance, ça allait baisser mon potentiel d'explosivité qui me servirait sur l'haltérophilie in fine. Et donc, j'ai négligé cette partie-là et je l'ai même complètement mise de côté. Mais en compétition de CrossFit, c'est toujours sur cette partie-là d'endurance et notamment en course où je perdais les classes. Je faisais toujours des tops en compétition, top 5, top 10, donc vraiment dans le haut du tableau. Et en fait, dès qu'il y avait des WOD qui étaient un petit peu longs, WOD c'est Workout of the Day, qui étaient un peu longs, des entraînements où il y avait vraiment de la course, là je me faisais péter la gueule et je tombais vraiment dans le bas du classement. Et quand je vous dis tomber dans le bas du classement, c'est que je finissais à 20 dernier sur ces WOD-là, quoi. Donc j'étais vraiment très nul. Et donc moi, évidemment, je préférais toujours pourtant faire de la force parce que les séries courtes proches du max, c'est ce que je préfère faire en termes d'exercice, c'est ce que je kiffe. Et donc, en général, on fait évidemment ce qu'on aime faire. Donc, j'ai eu très peu de périodes où je m'entraînais à faire du cardio pur et dur. Et en fait, j'aimais pas ça, donc je l'ai complètement mis de côté. Mais en fait, en y réfléchissant un peu posteriori, c'est simplement pas que je n'aimais pas ça. C'est surtout que j'avais pas compris ni pourquoi je devais courir, ni comment m'entraîner à mieux courir. J'avais pas non plus compris quel était le bienfait que je pouvais espérer de la course. Et le bienfait de la course, c'est pas essentiellement du bien-être physique, ça peut être aussi du bien-être mental. Et d'ailleurs, c'est le bénéfice essentiel que je trouve aujourd'hui dans la course, c'est que ça me permet d'avoir une clarté mentale de zinzin, quoi, concrètement. Donc, évidemment, je pense que, hier, vous l'avez déjà demandé en message privé, je pense que je vais le faire. Je vais faire un épisode entier dédié à la partie de la course et pourquoi c'est important. Mais il y a 3 points peut-être que je me sens aujourd'hui de vous partager. Le premier point, c'est que la course, ça permet déjà, évidemment, on a déjà parlé, je pense, une meilleure récupération. Le deuxième point, parce que ça fait passer du sang et donc le sang permet d'amener des nutriments dans vos muscles, etc. Bref, je ne vais pas détailler le point, mais ça permet une meilleure récupération. Le deuxième point, c'est que ça permet de diminuer le stress et d'améliorer la santé mentale. Et donc, le fait de diminuer le stress, ça veut dire, enfin, c'est égal à, encore une fois, une meilleure récupération. Et le troisième point, c'est que ça permet de développer un fondamental de santé cardiovasculaire. Et ce fondamental d'endurance va permettre d'endurer encore plus de volume d'entraînement. En gros, si vous n'avez pas ce fondamental d'endurance, si vous augmentez votre volume d'entraînement, vous allez vous faire éclater parce que vous allez avoir des blessures ou du surentraînement. Alors que si vous avez un fondamental d'endurance, vous êtes capable d'additionner par-dessus du volume d'entraînement plus spécifique. Mais sans ce socle fondamental, si vous faites que du spécifique, c'est là où vous risquez de vous blesser et d'arriver en surentraînement. Donc sans ça, ça sert à rien, vous pouvez rien faire. Donc aujourd'hui, ma conclusion, ça serait quoi? Ça serait que je vous chercherai à maintenir tout le temps une santé cardiovasculaire régulière, parce que ça bénéficierait à mes poumons, à mon cœur, à mon esprit. Donc de maintenir ça tout le temps, et parce que ça me permettrait derrière de construire à partir d'eux, donc de stacker des séances en volume à partir de ce socle-là, et de ne pas reprendre à zéro systématiquement dans le futur. Encore une fois, quand je dis maintenir de l'endurance, maintenir une santé cardiovasculaire, ça ne veut pas dire courir 70 bornes par semaine. Ça veut dire juste peut-être 1, 2 fois 30 minutes par semaine, et c'est déjà largement suffisant. En zone 2, ça suffit largement. En revanche, si je devais changer quelque chose aujourd'hui, ce serait la manière dont je courais, parce que maintenant, vous avez compris le pourquoi. Maintenant, la manière dont je le faisais, c'est que si vous avez écouté mon épisode sur la course, vous le savez désormais. Donc, j'ai fait un épisode sur le retour sur le marathon, un peu en mode mindset. Et en gros, un des apprentissages que je fais de la course, c'est que pour progresser en course, il faut courir lentement. On a 80% qui sont en basse intensité, donc des easy sessions, et 20% qui sont sur des sessions un peu plus dures. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que si j'avais une caméra à l'époque où je m'entraînais pour courir, la seule fois où je suis parti courir quand je faisais du karaté ou autre, vous auriez vu ma gueule en caméra, j'étais en train de faire la grimace, quoi. J'en chiais. Et donc, en fait, c'est surtout pas ça qu'on veut. En fait, ce que j'aurais dû faire à l'époque, c'est courir beaucoup plus lentement, ce qui permet de ne pas me cramer pour mettre un maximum d'intensité pour mes entraînements plus spécifiques et de continuer à créer ce cycle-là d'endurance de manière un peu plus pérenne, quoi.
avec le recul, je sais que je courais probablement trop fort, que j'en chiais à chaque session et que évidemment ça me mettait dans le mal et que du coup ça m'empêchait de me mettre dans le mal au moment où c'était opportun ou que c'était utile, c'est-à-dire les sessions spécifiques. Le problème aussi, c'est que quand tu te mets dans le mal à courir et que tu en chies de ouf, bah, c'est pas le moment où tu vas kiffer et c'est évidemment pas le moment où tu vas commencer à progresser. Et le problème, c'est que pour progresser, en général, il faut quand même kiffer ses entraînements. Pour vous donner un point de repère pour savoir à quelle vitesse vous pouvez courir, vous pouvez utiliser la formule de MAF. C'est pas ultra précis, mais ça fait le taf. En gros, vous prenez 180. Attention, c'est pas la formule de 120 moins votre âge, hein. C'est 180 moins votre âge. Par exemple, si vous avez 30 ans, vous arrivez à 150. Bon, bah, pour vous entraîner en easy session, donc dans les sessions faciles, bah, en fait, dites-vous que si c'est 180 moins 30, moins votre âge, bah, vous pouvez aller jusqu'à 150 battements par minute, à peu près. Après, si vous êtes un sportif assez avancé, vous pouvez aller à 155, c'est pas un problème. Mais ça vous donne un ordre d'idée un peu de qu'est-ce que vous ne pouvez pas dépasser. Si vous êtes à 170 BPM, par exemple, bon, bah, c'est que vous êtes trop élevé. Même à 160, c'est que vous êtes trop élevé. Et du coup, courir à peu près 150 battements par minute, si vous avez 30 ans, ça permet d'améliorer votre endurance sans épuiser votre corps. C'est ça qui est important. Encore une fois, vous voulez garder votre niveau d'énergie pour le spécifique. Et ce que je vous conseille, c'est d'avoir un cardio-fréquence-mètre, notamment en pectoral pour que ça soit plus précis. Savoir que le bracelet à la montre est quand même pas extrêmement précis. Ce que je trouve aussi, entre parenthèses, et pour finir sur ce point intéressant dans la course, c'est que la course, ça apprend aussi à être patient. Parce qu'en fait, il faut faire du volume pour progresser en course. Et ça, je trouve que c'est cool parce que c'est dans notre société quelque chose qu'on ne va pas forcément chercher à trop développer. Ce côté patience, effort long, un temps long où il faut attendre pour avoir du résultat, ça va vous servir dans tout. Le fait de retarder la gratification, etc. Je trouve que c'est une valeur qui se perd concrètement dans notre société où on appuie sur un bouton, on se fait livrer par Deliveroo ou Uber Eats. Et donc, j'en ai déjà parlé, mais c'est cool d'avoir des éléments dans notre vie qui nous rappellent que ça se prend du temps. Et ça, il faut faire du volume, il faut être patient. Le point numéro 3, c'est de jamais tomber dans le foutu pour foutu. Alors ça, c'est un des énormes learnings que j'ai fait et que je pense que c'est intégré à vie pour moi. Et ça a vraiment résonné quand Mathias, mon coach, qui est déjà intervenu dans le podcast, en a parlé. Il ne faut pas tomber dans le foutu pour foutu. Vous connaissez à me connaître, j'ai une personnalité qui est à la fois très addictive et à la fois très obsessionnelle. Alors, ça marche bien pour le travail, évidemment, et ça a plein de bons côtés, puisque je suis capable de me concentrer de manière extrêmement intensive sur un sujet et de ne pas me déconcentrer, de me mettre des gros tunnels de taf et de rester focus tant que c'est pas terminé. Mais ça a aussi, évidemment, plein de conseils, enfin, de côtés négatifs. Par exemple, je suis tellement concentré que je vais négliger pas mal d'autres aspects de ma vie, comme mon entourage, ma famille, mes amis, etc. Enfin bref, je vais complètement même des fois oublier de manger, hein. Et en fait, c'est exactement le même sujet pour la bouffe. Je vais être capable d'être extrêmement focus pendant des moments, mais quand je suis défocus, je suis vraiment défocus et je vais faire n'importe quoi. Et j'avais vraiment l'habitude de me dire, bon, bah, c'est pas grave, en ce moment, je suis pas en diète, je fais pas attention, donc je mange vraiment n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Et donc, concrètement, ça pouvait donner quoi? C'est je me fais des gros fast-food de malade, je tombe et je tombais dans le foutu pour foutu. Aujourd'hui, vraiment, ma recommandation, c'est de jamais tomber dans le foutu pour foutu. Le foutu pour foutu, c'est par exemple se dire, je bois un verre d'alcool, j'en bois 2, et puis après, tu te dis, bon, bah, c'est bon, foutu pour foutu, j'en bois 10, quoi. Et en fait, c'est vraiment mal comprendre comment votre corps fonctionne, c'est-à-dire que votre corps, votre tête, il dit peut-être foutu pour foutu, mais votre corps, que vous buviez 2 ou 10 verres d'alcool, ça fait une importance capitale, ça fait une énorme différence. Même que vous buviez entre 8 et 10 verres d'alcool, ça fait une énorme différence. Un verre de bière, une pinte de bière, c'est entre 300 et 400 calories en fonction de ce qu'elle est triple ou pas triple, etc., blonde ou pas blonde. Donc ça fait une énorme différence. Si vous rajoutez 200 calories dans la gueule, ça fait une grosse différence. Donc, ne tombez jamais dans le foutu pour foutu. Et évidemment, là, je parle d'alcool, mais c'est exactement pareil pour tout. C'est pas parce que vous avez commencé à manger un peu de fast-food que vous devez forcément finir votre plat. Si vous avez plus faim, faites un doggy bag et vous aurez l'immense plaisir de redécouvrir votre plat le lendemain. Moi, je me forçais toujours à manger ma pizza, par exemple, au restaurant tout le temps pour la finir, même quand j'avais plus faim. Maintenant, je mange, je fais une pause, je me dis, est-ce que j'ai encore faim? Non. Je fais un doggy bag et le lendemain, je kiffe ma race de manger ma petite part de pizza froide. Le lendemain, c'est un bonheur parce que au lieu d'en avoir mangé en une seule fois, je les mange en plusieurs fois, avec 2 jours de différence. Et c'est trop stylé, en fait, cette sensation-là. Et en plus, je me sens hyper fier de moi, tu vois, parce que je me dis, je me suis pas forcé à manger. J'ai gagné un petit peu de crédit, entre guillemets. C'est comme si j'avais économisé de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire?
Et donc, c'est pareil pour tout. Je vous recommande vraiment de jamais tomber dans le foutu pour foutu, parce que c'est vraiment le pire truc à faire, quoi. Donc, à retenir pour cette partie. Puis, moi, j'ai changé quelques petits paramètres qui vont faire toute la différence. Euh, et je vous invite à les intégrer dans votre côté, évidemment adapté au cas par cas, mais quelques petits paramètres comme ça vont faire toute la différence. Par exemple, j'ai cherché à prioriser les protéines à tous les repas. Donc, j'en consomme à tous les repas et ça fait toute la différence. À titre d'info, bon, déjà, les protéines sont très satiétogènes, c'est-à-dire qu'elles vous coupent la faim, en tout cas, elles vous remplissent. Et en plus de ça, ça a tout un tas d'effets intéressants pour votre corps, pour la synthèse musculaire, pour la récupération, etc. En fait, il faudrait viser euh, entre 1,6 et 1,8 grammes par kilo de poids de corps de protéines par jour. Ça sert à rien, a priori, de monter au-dessus. Je vous conseillerais pas de descendre beaucoup en dessous, même pour les personnes inactives. Essayez de viser les 1,6 minimum, parce que c'est, enfin bref, je ne rentre pas dans les détails, mais viser ce seuil-là, ça sera déjà largement suffisant. Encore une fois, j'en ai déjà parlé pendant les différents épisodes qui viennent, parce que je pense que c'est un sujet qui est important. Restez simple. On applique la loi de la thermodynamique. Si tu prends du poids, c'est que tu es en surplus calorique. Si tu perds du poids, c'est que tu es en déficit calorique. Et d'ailleurs, à l'époque, il y a une dizaine d'années, je pense, un peu moins peut-être, il y avait la mode de if it fits sur macro. C'était des bodybuilders qui avaient consommé juste leurs protéines, leurs de protéines et leurs calories. Et du coup, ils mangeaient leurs éléments de protéines et genre des croissants, des McDo, etc. Et pourtant, ils arrivaient on stage, donc sur la scène, hyper shredded, avec un taux de masse grasse de genre 5%, 6%. Bon, évidemment, il y avait probablement des produits qui aidaient, mais c'est tout ça pour vous dire que si on pousse le raisonnement à l'extrême et quasiment à l'absurde, tu peux manger des burgers, tu peux manger de la merde tant que tu respectes ton niveau de protéines et de calories. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas évidemment du tout ce que je recommande, puisque en fait, moi, ce que je veux vous recommander, c'est d'avoir des aliments, une nutrition la plus naturelle possible, la moins transformée possible, pour avoir un maximum d'éléments nutritifs dans votre alimentation. Micronutrition, les vitamines, etc., les magnésium, bref, je vous passe les détails, mais bref, ce qui est important de comprendre, c'est que à partir du moment où tu simplifies le truc au maximum et que tu respectes la loi de la thermodynamique, tu peux te débrouiller comme tu veux, dans tous les cas, ça fonctionne. D'accord? Si on est un être humain, ça fonctionne. Donc c'est poussé à l'extrême, c'est pas ce que je recommande encore une fois, mais je pense que vous avez compris l'idée. Pour ceux qui me diraient, je suis en déficit, mais je perds pas de poids, j'ai une dure réalité pour vous. Effectivement, si vous perdez pas de poids, c'est que vous n'êtes pas en déficit calorique. Il y a même, pour vous prouver ma réalité, il y a même une expérience en conditions de famine au Minnesota qui a été menée, qui serait plus possible d'être tenue aujourd'hui pour des raisons d'éthique. Donc c'est une étude qui a été faite et qui a mis des gens en conditions de famine extrême. Et on se rend compte en fait que même en conditions de famine extrême, les personnes continuent à perdre du poids. Et donc on note qu'il y a effectivement des adaptations métaboliques, c'est-à-dire que en conditions de restriction calorique extrême, le corps s'adapte un petit peu et donc va moins consommer de calories. Mais c'est pas que votre métabolisme est cassé, c'est plutôt que, par exemple, comme vous êtes en déficit, votre corps se met en mode alerte et donc il va induire moins de mouvements parasites. Vous savez, quand vous êtes sur votre chaise et que vous bougez dans tous les sens parce que vous êtes excité, énervé, bah, probablement c'est que vous avez mangé assez de calories. Si vous êtes en déficit calorique pendant X temps sur votre chaise, vous n'allez pas trop bouger. Votre corps, il va pas induire de mouvements un petit peu sans faire exprès. Donc, si je résume et que je simplifie ce que je vous dis là, c'est que si vous êtes en déficit, vous perdez du poids, fin de l'histoire. Si vous ne perdez pas de poids, c'est que soit vous avez mal estimé votre déficit, votre maintenance calorique, soit vous grignotez sans vous en apercevoir. Et souvent, c'est ça, c'est on va lécher la cuillère, en fait, on se rajoute quelques petites calories, et ça suffit pour repasser au-dessus, parce que une cuillère à soupe d'huile d'olive, de mémoire, c'est 100 calories. Donc ça va super vite, en fait, et on s'en rend pas forcément compte. Juste attention, si vous perdez pas de poids, c'est soit vous avez mal estimé votre maintenance, soit vous grignotez sans vous en apercevoir. Et donc, attention, à ce sujet-là, je vous invite à être peut-être un peu plus vigilant si c'est vraiment votre objectif. L'inverse est évidemment vrai. Les gens qui me disent, de toute façon, moi, je suis pas prêt pour prendre du poids, bah, j'ai une alerte et j'ai une nouvelle pour vous. Si vous pouvez prendre du poids, vous pouvez prendre du poids, mais il faut manger plus. Et parfois, dépendamment des individus, donc pas indépendamment, mais dépendamment des individus, il faut manger beaucoup plus. Donc l'idée, c'est de comprendre quel est le bon système en place pour choisir des bons aliments en fonction de votre objectif. Si votre objectif c'est de prendre du poids, bah, peut-être et que vous mangez déjà beaucoup,
et qu'il faut que vous mangiez vraiment beaucoup, bah, peut-être que vous allez devoir choisir des calories, des éléments plus denses en termes de calories, genre du chocolat par exemple, ou des choses comme ça, la crème de riz. Parce que si effectivement vous mangez que des légumes et des concombres, ça va être très 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 compliqué de prendre du poids, pour ne pas dire impossible, parce que ça va prendre énormément de place dans votre estomac, et puis c'est des calories qui sont très faibles en termes de ratio, de grammes versus nombre de calories dans votre gramme. Donc voilà, malgré les extrêmes que je vous ai décrits, moi ce que je retire c'est quoi? C'est que tout le monde devrait traquer sa nourriture pendant genre, allez, on va dire 3 mois si je suis gentil et 1 an si je suis un peu exigeant, pour se rendre compte de ce qu'on met dans la bouche. Et pas tant pour se dire, avec un objectif de diète de je veux perdre du poids, je veux prendre du poids, mais plutôt pour s'éduquer de ok, d'accord, en fait, quand je mets ça dans ma bouche, ça correspond à tant de calories et donc ça a tel impact dans mon corps. Comme ça, si demain, vous choisissez de consommer X ou Y éléments, genre une part de gâteau au chocolat, mais en fait, vous êtes beaucoup plus conscient et intentionnel et en connaissance de cause quand vous êtes capable de dire je mange ou pas. Et donc, en connaissant ce que ça représente en termes de calories, plutôt que de faire l'autruche, vous êtes capable de dire ok, cette part de gâteau au chocolat, elle est super bonne, elle me fait envie, elle représente tant de calories, ça va avoir tel impact sur moi. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Oui, non. Et si j'en ai pas envie, bon bah on passe. Si j'en ai vraiment envie, évidemment mangez-la quoi. Et c'est ça qui est cool, c'est que vous êtes beaucoup plus conscient et intentionnel dans votre choix de consommer ou non. Mon approche, j'ai mon enfin, il y a plusieurs points, hein, vous l'avez compris. Mon approche à moi, c'est un, j'ai mon système, mon compromis à moi, que je vous ai déjà expliqué dans l'épisode il y a 1 mois et demi de mémoire, quelque chose comme ça. Deux, je vais consommer des ingrédients qui sont les plus naturels possibles, les moins transformés possibles. Même si, évidemment, des fois, je me claque des McDo, hein. Mais les gars, on n'est pas des robots, hein. Enfin, clairement, moi, je kiffe hein, les burgers. Alors voilà quoi. Troisième point, je vais manger des protéines à tous les repas, morceaux de viande, morceaux de poisson, etc. Enfin, mangez ce que vous voulez, mais plutôt de bonne qualité. Évitez tout ce qui est élevage industriel, des œufs plutôt bio, si c'est possible. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Je note aussi quand même que, pour être tout à fait honnête, moins je mange de la merde et moins j'ai envie de manger de la merde. Donc je comprends qu'au début, en fait, je sais pas si vous l'avez noté, mais de mon côté, c'est très vrai. Alors, si je mange un McDo, par exemple, le lendemain, j'ai envie de manger un McDo. Le surlendemain aussi, et après, ça passe. J'ai plus du tout envie. C'est comme quand je joue aux jeux vidéo. Genre, je joue aux jeux vidéo, le lendemain, j'ai envie de jouer, le surlendemain, un petit peu aussi, puis en fait, après, j'ai plus du tout envie de jouer, quoi. Ça m'attire plus du tout. Et donc, le dernier point qui a switché complètement ma façon de voir l'alimentation, c'est qu'aujourd'hui, en fait, enfin, avant, je me nourrissais pour avoir une esthétique donnée, alors qu'aujourd'hui, en fait, je me nourris pour performer. Et en fait, j'ai compris que la performance, non, l'esthétique, c'est l'effet collatéral de ma performance. C'est ça qu'en fait, c'est le CrossFit qui m'a apporté cette compréhension, cette révélation, cette épiphanie. C'est que, bah, déjà, typiquement, par exemple, les glucides aujourd'hui, sur moi, ça a fait un effet d'une bombe, c'est-à-dire c'est trop cool, parce que plus je vais manger des glucides, plus je vais être en forme. Enfin, je me sens en forme, en tout cas, quand j'en mange. Donc, faut pas diaboliser, je pense, les glucides, alors que c'est beaucoup ce qui est fait aujourd'hui. Deuxièmement, c'est que le CrossFit, ça m'a apporté cette révélation, c'est de se dire, l'esthétique, c'est la conséquence naturelle d'une performance. Et je vais pas viser mon esthétique, parce que si je vise mon esthétique, je vais pas forcément être performant. En revanche, si je vais être performant, en général, je suis quand même esthétique. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant de viser la performance. Et c'est exactement le point numéro 4, mes petits potes. Et donc, c'est magnifique. On déroule trop bien. C'est trop cool. Le point numéro 4, c'est de s'entraîner pour la performance et pas pour l'esthétique. J'ai commencé le training pour les filles, pour être tout à fait clair. Quand j'avais 16 ans, en fait, je voulais plaire aux filles, je voulais arrêter d'avoir mes petites poignées d'amour dont j'ai parlé il y a 2 semaines, d'arrêter d'avoir mes bouées. Et donc, je voulais commencer à plaire aux filles, être bien dans mon corps, etc. Évidemment, ça m'a évidemment aussi servi pour le karaté, de m'entraîner comme ça, en commençant par la méthode de la fée dont j'ai parlé il y a 2 semaines. Mais bon, on va pas se mentir, c'était aussi pour les filles et pour plaire aux filles. Et en fait, comme je l'ai dit juste avant, c'est l'entraînement pour la performance, c'est ce que j'ai découvert avec le CrossFit. La première fois que je suis rentré dans une salle de CrossFit, j'ai regardé les mecs et je me suis dit, j'ai eu les frissons, la petite flamme au ventre, je me suis dit, putain, les mecs ont des physiques du film 300, je veux exactement les mêmes. Sachant qu'avant, j'avais du karaté dans les pattes, j'avais fait le P90X, donc P90X, je vous laisse regarder, c'est très stylé. Le 1, 2 et 3 pour info, donc on avait vraiment quand même bombardé, j'avais déjà un niveau physique assez intéressant. Pour ceux qui parlent, qui font du crossfit, j'avais déjà des HSPU en strict, donc des handstand push-ups en strict, dès le premier cours. Donc j'avais déjà un niveau physique qui était
intéressant, je pense, qui était sous-optimal, mais qui était déjà intéressant. Et donc, encore une fois, la première fois que je suis rentré dans une salle de CrossFit, je me suis dit, putain, les mecs, ils ont les abdos du film 300, des gros abdos là. Je me suis dit, je vais exactement la même chose, quoi. Et donc, ce que j'ai compris, c'est qu'ils s'entraînaient pour la performance et pour l'esthétique, et que leur esthétique était la conséquence de leur performance. Genre, je leur ai demandé, genre, quand est-ce que vous faites les abdos? Parce que moi, genre, j'avais fait un peu de salle et un peu de méthode lafay, et ils ont rigolé, quoi. Ils m'ont dit, bah, jamais, quoi. On fait les abdos qu'on fait du squat. Et en fait, ce que j'ai compris avec le CrossFit, et c'est pour ça que j'ai kiffé ce sport pendant très longtemps. Et en fait, le CrossFit, ce qui est très cool, c'est que c'est beaucoup plus ludique, beaucoup plus fun sur le long terme. Concrètement, quand je fais un PR dans une salle de CrossFit, donc un personal record, quand je fais un max, je sais pas, sur du squat, du soulevé de terre ou n'importe quoi, je kiffe. Quand je fais un record sur une course ou quoi, je kiffe. Et c'est beaucoup plus rigolo, beaucoup plus drôle que d'avoir un record entre guillemets sur l'esthétique, parce que l'esthétique c'est jamais vraiment fini en soi. On peut faire des compètes de bodybuilding, mais c'est pas vraiment pareil. La compète de body va marquer un état de shape à un moment donné, donc c'est un point d'étape. Mais le fait de faire un record sur un mouvement, c'est beaucoup plus fun, beaucoup plus rigolo. Et c'est aussi ce qu'on va essayer de poursuivre en fait, plutôt que une quête esthétique qui est jamais vraiment terminée. Et évidemment, c'est aussi plutôt favorable, je pense, sur votre longévité, puisque la performance, en tout cas le mouvement, c'est un des précurseurs qui font que vous allez bien vieillir, en tout cas vieillir vieux et surtout vieillir en bonne santé. Et d'ailleurs, pour la petite info, pour la petite anecdote, votre force de grippe, c'est un des meilleurs prédicteurs de comment vous allez vieillir. C'est pour ça qu'un des exercices qui est très intéressant, c'est de se suspendre à une barre de traction, par exemple, pour renforcer votre grippe, votre force de poigne, en fait. Et d'ailleurs, vous vous rendrez compte que les êtres humains aujourd'hui sécrètent beaucoup, beaucoup moins de testostérone qu'il y a 50 ans même, donc c'est terrible. Mais en plus de ça, la force de poigne, si vous allez à la campagne serrer la main d'un agriculteur, vous allez comprendre ce que c'est qu'une vraie force de poigne. Et vous vous rendrez compte qu'ils ont des paluches de malades. Et souvent, c'est des personnes qui ont une santé de fer qui est extrêmement robuste. Pourquoi? Parce que justement, ils ont cette force de poigne qui est vraiment très développée. Donc ça, c'était pour l'entraînement, pour la performance. Donc c'est ce que je vous recommande. Plutôt que de viser une esthétique, un physique, entraînez-vous pour de la performance. L'étape numéro 5, je crois, l'étape suivante, en tout cas le chapitre suivant, c'est d'engager des bons coachs. Et ça, c'est un point qui est revenu donc très souvent dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc sur les questions que je vous ai posées. Je me suis longtemps débrouillé tout seul. Encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose en ligne, il n'y avait pas beaucoup de documentation. Je me suis beaucoup formé, pour ceux à qui ça parle, avec les mouvements les livres de Christophe Cario, qui était un expert et qui a créé NutriPure de mémoire, qui a cofondé NutriPure, la marque de mode complément alimentaire, qui était un ancien champion de karaté en voltige et qui a écrit des super bouquins sur justement l'explosivité, l'art de la performance, etc., qui est très, très, très stylé. Mais aujourd'hui, je dirais que si vous consentez de commencer votre sport et que vous visez des choses importantes en termes de performance et que vous êtes tout seul, ça serait une grosse perte de temps, notamment dans un monde où aujourd'hui il y a ChatGPT qui peut vous apporter quand même une première base d'expertise et de connaissances intéressantes. Encore une fois, aujourd'hui, je dirais qu'on a passé dans un nouveau paradigme, c'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas de connaissances, il fallait aller chercher, la gratter dans des livres, des revues de magazines mensuels de bodybuilding qui n'existent plus aujourd'hui, en tout cas, qui étaient vraiment très atypiques et très exotiques avant. Aujourd'hui, on a de la connaissance de partout. La différence de prendre un bon coach, c'est juste qu'il va vous donner plus d'accountability. Il va vous donner des devoirs, il va vous demander de rendre des comptes, il va vous faire avancer. Et de manière sur mesure et personnalisée. C'est ça qui fait la différence, plutôt que de copier-coller le programme de quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes paramètres génétiques que vous, la même intégrité physique que vous, etc. Plutôt que de copier-coller le programme d'un champion de CrossFit, par exemple, en fait, votre coach va être capable d'adapter sur mesure, individualiser la performance et la progression que vous allez pouvoir avoir. Et donc, c'est évidemment bien plus intéressant. Donc, on a changé de paradigme d'un mode où on n'avait pas d'infos à un mode où on a beaucoup d'infos. Et donc, la différence aujourd'hui, ça se fait dans l'exécution. Pour moi, le métier de coach, il a énormément changé. C'était avant celui qui amenait la connaissance à aujourd'hui un métier où il amène de l'accountability. C'est ça que tu vas acheter en tant que client. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai kiffé dans le CrossFit. Et c'est pour ça que j'en parle beaucoup dans cet épisode. C'est qu'en fait, avec le CrossFit, tu arrives à la salle, tu décroches le cerveau, tu appliques ce qu'on te dit, tu fais confiance au coach et juste tu fais le workout of the day. Et c'est tout en fait. T'as pas besoin de plus réfléchir que ça, de est-ce que c'est la bonne prog, est-ce que je fais tel ou tel mouvement aujourd'hui, blablabla. Non, juste tu as un mouvement qui est prévu au tableau,
tu l'appliques, que ça te plaise ou pas, c'est pour tout le monde pareil. Et ça, c'est très cool parce que ça t'évite de faire que les trucs que tu aimes bien. Donc, par exemple, dans mon cas, de faire que les trucs de force à des très courts reps. Il y a des WOD de 40 minutes où il va falloir les tanker et puis c'est OK, quoi. Et aussi, je trouve que c'est très intéressant de te faire suivre parce que ça t'oblige à travailler ton lâcher prise. Pour ceux qui sont très contrôle freak en mode ah ouais, mais je suis pas sûr que ce type d'entraînement, ça soit bien pour moi, etc. Bah non, là, tu as juste à faire confiance au coach et puis tu verras bien si ça fonctionne ou pas. Et donc, trust de process et lâcher prise, faire confiance à quelqu'un pour te suivre et t'entraîner. Mais à noter que un bon coach, même pendant quelques mois, ça peut faire une énorme différence dans votre progression. Et donc, je vous recommande que d'engager des coachs très compétents parce que ça peut vous faire gagner énormément de temps et donc maximiser vos résultats. Et donc, c'est, je pense, comme ça qu'on va avoir un modèle qui est plus optimal, en tout cas moins sous-optimal que ça. Imaginez si vous commencez un sport technique, par exemple, genre l'haltérophilie ou même la course, qui est en fait très technique, avec la technique la plus optimale dès le début, avec le bon pattern de mouvement dès le début, avec la bonne méthodologie d'entraînement, avec le bon système d'entraînement dès le début. Et ça, c'est pareil pour tout. Je parle pour le sport, mais c'est exactement pareil pour n'importe quelle matière. Si vous imaginez, si vous commencez, je sais pas, un podcast avec le bon système de podcast dès le début, avec le bon, si vous commencez un jeu vidéo avec les bons raccourcis clavier dès le début, avec la bonne façon de comprendre le jeu dès le début, etc., avec la bonne classe de profession dès le début, etc., etc. Bref, ça vous fait gagner et économiser énormément de temps. Alors oui, vous pouvez aller chercher de votre côté l'information sur des vidéos YouTube, etc. et synthétiser l'info. Mais en fait, ce temps-là que vous allez passer à générer et synthétiser les infos, c'est du temps que vous n'allez pas passer à faire d'autres choses. Et donc, potentiellement, c'est une perte de temps, potentiellement une perte d'argent, alors que vous pourriez juste payer un coach pour vous amener les informations de manière personnalisée, sur mesure, individualisée, qui serait beaucoup plus pertinente pour vous et vous économiseriez, in fine, énormément de temps. Encore une fois, que ce temps, vous pourrez l'utiliser à faire autre chose. Ça permet, en plus de ça, d'être plus objectif envers vous-même, d'être moins compliant, d'être moins conciliant envers vous-même, d'avoir une image un peu neutre de vous-même. Et encore une fois, juste pour la précision, je ne vous parle pas ici d'avoir un coach hyper cher. C'est pas parce que vous avez un coach qui est très cher, qui est un excellent coach d'ailleurs, mais plutôt qui est un coach qui est excellent sur ses compétences et qui les a prouvées, je pense, que vous savez que c'est quelqu'un de compétent. Encore une fois, c'est très important, si vous décidez de prendre un coach, de prendre un bon coach, parce que si vous prenez un mauvais coach qui vous donne des mauvais conseils pendant des années, ça peut vous faire perdre énormément de temps parce que vous allez répéter des mauvais conseils et donc forcément, ça vous fait perdre du temps. Encore une fois, moi, je vous recommande d'avoir quelqu'un qui a une qualité d'exécution, enfin en tout cas de coaching qui est très élevée, en tout cas une exigence qui est très élevée, notamment sur la partie technique. Et ça, c'est hyper important, je pense. L'avant-dernier point, c'est, je pense, le point 6, c'est les fameuses prises de masse versus sèches alternées. Bon, on l'a tous fait. Les sèches drastiques qui sont prévues pour tenir 3 mois et qu'après des 3 mois, on est hyper clean pour l'été et qu'ensuite, on se gaffe comme des gros porcs de tartiflette et de raclette tout l'hiver, où vous reprenez de la masse. On l'a tous fait. Moi, le premier, j'en ai encore fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, le problème, c'est que c'est tellement restrictif qu'au bout des 3 mois, vous reprenez tout parce que vous en pouvez plus, vous finissez par craquer. Encore pire, avant, il y avait la mode du cheat meal. En fait, cheat, ça veut dire cheater, donc ça veut dire tricher, donc c'est pas une bonne chose a priori. A priori, à l'époque, c'était pour relancer le métabolisme, mais c'est n'importe quoi. Donc aujourd'hui, ma conclusion, et si je vais reprendre le truc depuis le début, vous l'avez compris, c'est que je mettrai en place mon système, le bon compromis qui me va bien. J'essaierai d'établir c'est quoi l'objectif physique en termes de pourcentage de masse grasse que je suis prêt à tenir et que je me dis, ok, je me sens bien. Et en regard, je mettrai la diète qui correspond, les bons paramètres de diète qui correspondent. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que d'un côté, il n'y a aucun intérêt à être gras, et d'un autre côté, il n'y a aucun intérêt à être sec comme un chibre. Parce que concrètement, avoir 3% de masse grasse, c'est pas sain pour la santé et c'est pas ce que vous voulez avoir. Donc il faut que vous trouviez le bon compromis pour vous. Et j'exagère, mais vous avez compris un peu l'idée. Je pense que vous avez tout intérêt à obtenir le physique que vous voulez avec le niveau de définition que vous voulez qui vous convient. Et ensuite, d'être en maintenance le plus rapidement possible. Et encore une fois, si vous voulez par exemple prendre de la masse, vous n'avez pas besoin de vous mettre en surplus de fou. Si vous voulez prendre de la masse, vous pouvez vous mettre soit en maintien, soit pour la performance, du coup, vous pouvez simplement vous mettre en maintien ou en très léger surplus toute l'année. Genre pendant 4-6 mois où vous allez reprendre un petit peu de poids, puis ensuite faire une mini-cut pendant 2 semaines, où vous allez sécher un petit peu pendant 2 semaines pour virer un peu le surplus gras que vous avez accumulé, etc. Mais en fait, vous n'avez aucun intérêt à prendre trop de gras, comme vous pouvez le faire avant avec des grosses phases de bulk, vous allez devenir énorme.
Et encore une fois, vous n'avez aucun intérêt à être ultra sec parce que c'est pas bon pour votre santé. C'est là où vous êtes plus exposé à faire des blessures, à vous surentraîner, etc. Vous allez vous fusiller. Si vous faites en déficit toute l'année, vous allez vous fusiller, même mentalement, c'est pas tenable en fait, c'est pas cool. Parce que vous allez avoir l'impression de passer à côté de votre vie, vous pouvez pas aller au resto, vous pouvez pas manger entre collègues, avec des potes, etc. Vous pouvez pas boire du coca normal en soirée. Enfin bref, c'est hyper restrictif. Vous allez culpabiliser à chaque fois. C'est pas une façon de vivre votre vie. Hein. Vous avez qu'une vie, donc c'est pas l'idée. En revanche, moi je suis toujours totalement partisan de dire j'ai envie de vivre ma vie, mais j'ai envie d'avoir un corps qui me plaît, qui est stylé, etc. Donc c'est quoi le compromis que je suis prêt à tenir? Encore une fois que vous avez atteint le physique que vous kiffez, vous mettez une plage de poids. Je vous donne mon exemple personnel qui n'est pas à copier-coller, mais c'est pour que ça soit très concret pour vous. Vous prenez une plage de poids entre, par exemple, dans mon cas, c'est 77 et 79 kilos. Et en fait, vous oscillez entre ces deux poids. Dès que je suis à 79, je resserre un petit peu, on va dire, entre guillemets, ce que je mange. En tout cas, je fais un peu attention à manger moins de merde. Ça me fait redescendre jusqu'à 77, où j'augmente, soit je fais attention à ce que je mange, soit j'augmente l'entraînement. Par exemple, je vais courir une fois ou deux de plus pendant genre 2 semaines, ça me fait redescendre à 77, et puis ensuite, je remonte. Et j'oscille tout le temps un peu entre les deux. Et quand je monte à 80 parce que j'ai mangé un gros sushi à illimité, et bah pendant une semaine après, je fais un peu plus attention. Et puis voilà quoi. Et en fait, je me prends pas du tout la tête. J'oscille entre 77 et 79, et ça fait maintenant un peu plus d'un an que je fais ça. Et en fait, ma vie, elle a jamais été aussi bien parce que je peux tellement aller au restaurant, j'ai pas besoin de me prendre la tête, je peux faire à peu près ce que je veux. Parce qu'en fait, concrètement, on n'est pas des sportifs de haut niveau, en fait. Mais pour réussir à avoir des bons objectifs de performance, comme j'en ai parlé juste après, toutes les études ont montré qu'il n'y a pas besoin d'avoir une surplus calorique de fou. Il faut simplement avoir une maintenance calorique et vous allez quand même vous améliorer, vous allez quand même continuer à prendre du muscle et vous quand même améliorer votre performance. Moi, ma recommandation, c'est encore une fois, définissez le bon niveau de performance que vous voulez atteindre, le bon niveau de sèche que vous voulez atteindre. Quand je dis sèche, ça peut être très gras, hein, c'est vous qui voyez. 2, une fois que vous avez défini ça, atteignez ce physique-là le plus rapidement possible. Et 3, une fois que vous avez atteint ça, soyez en maintien avec une plage de poids sur laquelle vous dites ok, ça c'est la plage haute, au-dessus je me sens moins bien, enfin en tout cas je me plais moins, en dessous de cette plage-là je me plais moins, et donc j'oscille entre les deux. Tout simplement. Et vous ne prenez pas plus la tête que ça. J'espère que ça vous a décomplexifié ce sujet de la diète parce que c'est un point hyper important de comprendre. Encore une fois, il y a plein d'autres sujets qu'on peut additionner à tout ça. Je ne vous ai pas parlé des pas, je ne vous ai pas parlé de l'activité physique, etc. Évidemment, un des points qui est capital, je pense, c'est d'intégrer le NEAT, donc l'activité physique, notamment la marche, à l'équation. Les 10 000 pas par jour, ça aide énormément mentalement, évidemment, mais aussi à réguler le poids. Moi, j'ai passé des années et des années et des années à avoir peut-être entre 2 et 3 000 pas par jour de marche. Sauf qu'en fait, 10 000 pas, c'est peut-être, je sais pas, 400 calories, mettons, je te dis un chiffre au pif. Mais en fait, c'est 400 calories fois 365 jours, vous imaginez même pas à quel point ça peut compenser des jours et des jours de fast-food, etc. Donc, je pense que ça, c'est l'activité qui est un must. Et encore une fois, je vous partage plein de tips, plein de hacks, notamment dans ma newsletter, mais aussi dans ma vie de tous les jours sur Instagram, etc. Rien que le fait de passer les appels avec les appels téléphoniques, avec le téléphone à l'oreille et vous en train de marcher, rien que de travailler à un bureau debout, rien que, enfin bref, vous avez compris l'idée, rien que de trouver des petits actes d'optimisation comme ça, vous pouvez être malin et optimiser votre dépense calorique, ça fait toute la diff sur le long terme. Parce qu'encore une fois, on n'est pas là sur du court terme à vouloir une diète et un corps de ouf en 30 jours, ce qui n'existera pas. Ce que vous voulez, c'est mettre en place un système que vous allez tenir à vie, tout simplement. Et donc, pour conclure, et je vais retomber sur mes pas, il y a un autre sujet, c'est évidemment le sommeil, j'en parle à chaque fois, mais j'ai passé des années à dormir que 6 heures ou 6h30 par nuit parce que je me disais que l'entraînement, c'était plus important que le sommeil. Oui, l'entraînement, c'est hyper important. En fait, ce qui est hyper intéressant de comprendre, c'est que le sommeil, c'est hyper important. Pourquoi c'est hyper important? Parce que si vous êtes en manque de sommeil, vous allez vous sentir fatigué, donc avoir des inclinations sur la bouffe déjà. Et en fait, des fois, vous allez être tellement fatigué que vous n'allez pas vous entraîner. Donc, le fait de dormir, ça peut avoir en fait des répercussions qui sont hyper importantes sur votre longévité, sur votre entraînement, sur votre bouffe, etc. Donc pour moi, en fait, le sommeil, c'est le truc le plus, enfin, c'est la pierre angulaire qui va permettre de stacker tout le reste derrière et d'accumuler votre volume d'entraînement, votre diète la moins pire possible, la plus parfaite possible, on va dire. Bref, vous avez compris l'idée. Donc évidemment, sommeil, alors peut-être pas 8 heures par nuit, mais entre 7 et 8 heures, c'est déjà très très cool. Mais en dessous de 7 heures, en fait, votre cerveau, c'est une merguez. Vous avez un poids chiche dans le cerveau, mais vous vous rendez pas compte parce que votre cerveau, encore une fois, comme je l'ai dit plusieurs fois, il n'est pas capable de se sentir fatigué. Il le sait pas quand il est fatigué. Sauf qu'il l'est. Et le sommeil, on le rattrape pas. Encore une fois, ce que je vous recommande, c'est minimum 7 heures de sommeil par nuit. Ça veut pas dire 7 heures dans votre lit, ça veut dire 7 heures de sommeil dans la nuit.
Donc, il faut que vous prévoyiez ça en heure de coucher et en heure de lever. Voilà. Et le dernier point, c'est le point 7. Il faut tomber amoureux du process et pas de la destination. La question que vous devez vous poser, c'est quoi l'entraînement que vous pouvez tenir toute votre vie? Si vous voulez vivre en santé, vivre mieux, ouais, en bonne santé, vous devez bouger, vous devez vous entraîner. C'est acquis en fait. C'est pas un sujet, vous devez vous entraîner, c'est sûr et certain. Maintenant, la question qu'il faut que vous posez, c'est il ressemble à quoi l'entraînement que vous pouvez tenir à votre vie? Si l'entraînement, c'était un truc de kiff, qui était marrant, qui était ludique, qui vous coûtait zéro effort, ça ressemblerait à quoi? Et à partir de cette question-là, il faut que vous réussissiez à designer quel est le système, quel est le process que vous allez adorer faire, qui va vous demander aucun effort, pour ne plus se concentrer sur la finalité de l'objectif et qu'en fait, les objectifs interviennent comme, des points d'étape, des validations d'étapes que vous êtes en train de progresser, mais pas comme une finalité en tant que telle. Même si on est d'accord, avoir une date pour le marathon pour se motiver, c'est très cool, mais que ça intervienne plus comme, une validation d'étape plutôt que comme, «OK, j'ai fini le game de la course». Que en fait, vous preniez autant de plaisir à vous lever le matin pour vous entraîner en vue du marathon de Paris que, le marathon de Paris en tant que tel. Voilà, je pense que je vous donnais un peu, l'essentiel de si je devais recommencer à zéro le sujet de l'entraînement. Il y a plein d'autres choses que j'aurais pu évidemment dire et évidemment, encore une fois, je suis très chaud d'avoir vos retours si jamais, vous avez d'autres idées. Encore une fois, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, newsletter aussi. Je pense que j'apporte pas mal de valeur et des choses qui sont un peu plus péchu, peut-être un peu moins bien pensant que ce qu'on peut partager sur les réseaux sociaux, parce que je pense que c'est un espace qui est un peu plus personnel, un peu plus intrusif. Et donc, si vous voulez en savoir plus un petit peu sur moi, ce que je pense, sur ma vie, les choses un peu en backstage, eh ben, je peux que vous recommander de vous abonner à ma newsletter et aussi, du coup, de partager un peu cette aventure avec moi. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, mes petits potes, mes petites beautés. Je vous dis à la semaine prochaine et encore une fois, c'était PE et puis ciao, bisous, bisous. La bise, bye.